Voilà, donc tout le monde est assis, on va pouvoir commencer. Il y a encore quelques chaises. Ah oui, donc il y a encore quelques chaises pour les retardataires. Alors donc, on va maintenant avoir le plaisir d'écouter Didier Deleu. Didier Leleu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Didier Leleu est membre du conseil d'administration de la Société historique de Haute-Picardie. Et puis, il a très gentiment accepté l'année dernière de devenir secrétaire général adjoint de la fédération. Donc c'est lui qui s'occupe de monter le dossier de demande de subvention du conseil général, pas du conseil départemental de l'Aisne. Alors bon, ça nous a bien réussi parce que la subvention, elle a doublé depuis qu'il s'en occupe. On ne peut que s'en féliciter. Voilà. Alors, M. Leleu a réalisé un livre sur l'abbaye de Sainte-Élisabeth de Genlis, qui vient de sortir aux éditions du livre d'histoire, qui est installé à Outremancourt, au nord de Laon. Alors, si vous voulez, après la conférence, acquérir un exemplaire de son ouvrage, donc il en a apporté quelques-uns. Voilà, donc je le remercie d'avoir accepté de faire cette conférence, et je lui laisse la parole. Voilà. Merci Monsieur Thierry pour votre invitation. Donc j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Donc ce soir je vais vous transporter à l'est de l'arrondissement de Laon, à Villequier-Aumont. Donc vous voyez. Si ça marche, ça marche. Va doucement. Villequier-Aumont. Oui. Villequier-Aumont est situé juste au nord de Chauny, près de l'Oise, c'est important. Alors vous avez Noyon, qui était autrefois l'évêché, le diocèse de Noyon. Vous avez Ham, et vous avez Laon, ici. Voilà. Donc, dans le pays de Chauny. Alors, Villequier-Aumont. Alors ça, il faut déjà... pourquoi j'ai écrit ce livre? Déjà par intérêt pour ce village, parce que ma famille maternelle est originaire de Villequier-Aumont. Ensuite, par souci de valoriser son patrimoine et son histoire locale qui est assez riche mais complètement ignorée. J'ai été aussi inspiré par la célébration des 900 ans de l'ordre de Prémontré en 2021, puisque l'abbaye de Genlis relevait de l'ordre de Prémontré. Et puis il faut dire aussi que le Covid m'a beaucoup aidé à rédiger, à trouver des documents et à rédiger ce document, ce livre. Voilà, alors pour commencer, il faut lever l'ambiguïté avec Villequier-Aumont et Genlis. Alors, la commune s'est appelée Genlis jusqu'en 1774. 1774, elle s'est toujours appelée Genlis. Elle appartenait au marquis de Genlis, et celui-ci a vendu son marquisat au fils cadet du duc d'Aumont. Le duc d'Aumont, un grand seigneur, avait un fils cadet qui était veuf et qui s'est remarié avec une très riche héritière. Et le duc d'Aumont, qui était propriétaire du château de Guiscard, vous voyez, dans l'Oise, à la limite de l'Oise et de la Somme, qui était seigneur de Guiscard et de Chauny, sous le titre du marquisat de Guiscard. Quand il a su que cette terre importante était à vendre, il l'a fait acheter par son fils cadet, grâce à la dot de sa femme, et donc la terre de Genlis est devenue Villequier-Aumont du nom de la famille d'Aumont. Voilà, donc ce nom de Genlis est disparu, mais à la Révolution, le Genlis est revenu Genlis, jusqu'en 1814. À la chute de l'Empire, le duc de Villequier-Aumont revient, et la commune reprend son nom de Villequier-Aumont. Alors ça n'a rien à voir avec le Genlis qui est à côté de Dijon, et rien à voir non plus avec la commune, ou l'ancienne commune de Villequier, qui est en Seine-Maritime. Voilà, alors la géographie des lieux. Alors là vous avez la carte au 25 millième, et donc vous allez voir que la géographie parle. Donc, parce que comme on dit, la géographie est la mère de l'histoire.
Donc vous voyez, alors ici au sud, vous avez le plateau, un plateau, vous avez une vallée, la vallée du Hello, et au nord les grands bois, le massif de Genlis et compagnie. Ce massif va de Tergnier à Noyon. Ce sont des collines boisées qui en fait séparent le bassin de la Somme avec le bassin de l'Oise. Donc il y a à peu près 60 mètres d'écart entre le bas du village, enfin 40 mètres, entre le haut et le bas du village. Alors donc ces grands bois protègent les vents du nord. Alors vous voyez que sur le territoire, il y a beaucoup de restes du passé de l'abbaye. Vous avez ici l'abbaye. Alors vous avez aussi la maladrerie. Oui, en bas. La maladrerie, c'est le premier établissement. Alors ici c'est une erreur parce que c'est une ferme. Mais la vraie, ici c'est marqué ruine de l'abbaye, donc l'abbaye était ici. Ici vous avez la réserve de l'abbaye. Et dans les bois, il y avait ici l'allée des moines. Donc la toponymie du village est très fortement marquée par, on reprend le passé historique. Alors il faut dire que Villequiaumont, c'est ici, et à côté vous avez Rouet, qui est très important dans l'histoire de l'abbaye. Et Rouet, c'est la commune de Viry-Nourage, la commune limitrophe de Villequiaumont, avec donc le Rouet. Donc l'histoire de Rouet et de Villequiaumont seront très longuement associées. Alors Genlis, c'est dans l'ancien diocèse de Noyon. À la limite, voilà, Genlis, hors de Prémontré. Donc ça c'est le diocèse de Noyon. On est près du diocèse de Laon et près du diocèse de Soissons. Donc vous avez ici Chauny. Alors, proche des frontières septentrionales du royaume, on est à, je sais pas, 50, 60, octobre Bicastor, on est à 60 km de la frontière. Et c'est la route sur la vallée de l'Oise, c'est la route millénaire des invasions, c'est la vallée d'Or, la route millénaire. Donc la vallée de l'Oise, on appelle la vallée d'Or, sur la route des invasions. Et donc, le grand débouché de la région, c'est chez Chauny, avec son port, qui était installé sur l'Oise et qui permettait aux marchandises d'aller sur Paris. Chauny. Alors, il y a un petit coup. Alors, je continue. Alors, ici, on voit une autre carte. On voit bien l'Oise, la ville de Chauny, et un petit cours d'eau qui s'appelle le Hello, qui fait 15 km et qui est très important dans l'histoire, dans la géographie du village. Il a une première source à Univiguet et une autre source à la Neuville-en-Benne. Donc les grands bois qui sont là. Et donc ce cours d'eau, on va le voir, il est excessivement ramifié. Voilà, ça c'est une carte du Hello. Donc l'île qui est ici, enfin on ne voit pas bien, mais alors l'abbaye est ici. Alors il y a beaucoup d'eau qui descendent notamment des grands bois qui sont là. Et tout ça converge sur le Hello qui arrive et qui va se jeter dans l'Oise. Donc le massif du Nord, le massif de Genlis, c'est un vrai château d'eau. Et on va voir la carte suivante qui va vous montrer l'importance des étangs. Alors voilà, ça c'est une carte de Cassini. On voit Genlis. Donc Chauny est là. Et on voit tous les étangs qui avaient été aménagés. Donc une quinzaine d'étangs. C'est assez étonnant de voir autant d'étangs. Et donc ça fait un peu la richesse et la typicité du paysage.
c'est l'importance des étangs. Donc il y a aussi, faut signaler que tout près de là, le canal Crozat passe à proximité, un peu au nord. Le canal Crozat, c'est le canal de Saint-Quentin qui relie le Saint-Quentin à l'Oise. Alors ça, c'est un plan qui est aux archives départementales de l'Aisne. C'est un des beaux plans des archives départementales de l'Aisne. Il fait partie de la sélection des 33 plus beaux documents. Il finit que parmi les 33 documents de prestige présentés par les archives départementales de l'Aisne. Alors là, c'est le plan. C'est un plan qui date vers 1784. Un très très beau plan, donc on voit l'ensemble du village. Donc ici, par ici, c'est les grands bois, la vallée, avec le château et l'abbaye. Et par ici, c'est le sud, c'est l'église. Donc on voit l'église, donc ce qu'on appelle le pavé qui descend au village. Là, on est au creux de la vallée du Hello, avec le grand château, qui était un des plus forts du pays. Donc c'est un énorme château avec une tour de tour. Il y avait deux fossés. Un premier fossé, la basse-cour, c'est-à-dire la ferme du château, et un deuxième fossé. Ici, vous avez encore un énorme étang de 14 hectares. Ici, vous avez encore un réservoir. Et là, vous avez donc, ici, vous avez l'abbaye avec un fossé, avec un étang. Ici, il y avait encore un étang. Donc il y avait énormément, dans la vallée du Hello, il y avait énormément d'étangs et d'eau. Donc tout ça explique la richesse et la typicité de l'activité économique que l'on verra plus tard. Alors ça c'est plus détaillé encore. On voit bien le château de Genlis avec 4 tours, une aile sud-nord, un premier étang, un deuxième étang, et entre deux étangs, il y avait la basse-cour, la ferme. Ici, il y avait le potager du seigneur, et l'abbaye est ici, dans son enclos, avec la partie principale, l'abbatiale, et les bâtiments abbatiaux, et des bâtiments d'activité. Donc on a pas mal de documents sur l'abbaye de Genlis, et c'est une abbaye complètement ignorée. Alors ça, c'est un plan de 1784. Voilà. Alors ensuite, alors là c'est la photo de la digue pour barrer à Villequier-Genlis, il y avait le Hello, et il y avait un petit affluent qui s'appelle le Forcan, qui venait des bois, et qui... donc il y a des ruisseaux qui viennent comme ça, et il y a un autre ruisseau qui vient des bois, et l'abbaye a su capter ce ruisseau, et a créé ici une digue, pour avoir un grand étang pour l'abbaye. Un étang en forme de L. Donc c'est assez étonnant de voir cette digue qui barre la vallée du Forcan, et qui permet donc d'avoir un étang pour l'enclos de l'abbaye. Alors ça c'est le plan aujourd'hui, dans 2000, de l'enclos de l'abbaye, qui est complètement préservé dans sa surface. Voilà. Donc là c'est la route départementale, le château était ici, l'enclos de l'abbaye. Donc ce qui reste de l'abbaye, c'est les murs, et une petite construction qui est là. Alors après ça c'est des constructions modernes, et vous avez encore l'étang de l'abbaye qui fermait une partie de l'abbaye. Donc l'abbaye était fermée par un mur, comme ça, jusqu'ici. Donc là vous aviez un autre étang, qui s'appelle le Vivier d'Antin, et l'eau qui arrivait du nord alimentait
l'étang. Et comme il y avait une digue ici qui avait été aménagée, l'étang avait pu être installé. Donc voilà le plan d'aujourd'hui. Bon, alors maintenant c'est un grand jardin. Voilà, il y a des arbres qui ont poussé. Et à l'intérieur des murs, beaucoup d'arbres ont poussé. Donc il n'y a plus beaucoup de possibilités de vue, de photos, parce que les arbres ont poussé. Alors ça, c'est alors, je vais en venir à l'histoire maintenant. Donc Jean Lys appartient depuis la fin du XIe siècle à la famille de Hangest. La famille de Hangest, c'est une famille originaire de Hangest-en-Santerre, entre Roye et Amiens. Et leur blason, c'est donc plus d'argent à la croix de gueule surmontée de coquilles d'or, coquilles Saint-Jacques. Donc ça, on va le retrouver plus tard. Donc ces Hangest sont des très grands seigneurs. Aubert de Hangest a épousé Isabelle de Châtillon-Saint-Paul, une très grande famille. Ils sont aussi, les Hangest sont aussi seigneurs de Guiscard, qui à l'époque, Guiscard, vous voyez où c'est en l'Oise, c'est entre Noyon et Saint-Quentin. Et Guiscard, au XVIIe siècle, a changé de nom. Précédemment, ça s'appelait Magny. Et bon, ça a changé de nom comme Jean Lys. Et c'est devenu Guiscard au XVIIe siècle. Et ensuite, les ducs d'Aumont sont devenus propriétaires du marquisat de Guiscard. Donc on va retrouver ces coquilles Saint-Jacques un peu plus loin. Alors donc, le château de Jean Lys, avant sa destruction, donc c'était un très grand quadrilatère. Ça c'est la façade sud. C'est la façade sud. Il y a deux tours, l'aile sud, l'aile nord, avec un renforcement, et ça c'est le côté. Et là on peut penser que c'est l'abbaye. Ça c'est un plan du XVIIe siècle. Alors ça c'est François de Hangest-Jean Lys, donc personnage important de la cour, puisqu'il est proche de François Ier et de Henri II. Ça s'appelle le Sieur Jean Lys l'aîné. Donc son portrait est à Chantilly, dans la collection du duc d'Aumale. Donc c'était quelqu'un d'important. Il a été très proche du roi, mais il s'est converti au protestantisme et est devenu un des chefs des plus importants des calvinistes. Il était l'adjoint du prince de Condé et il a beaucoup ravagé la région, notamment la ville de Soissons. Et il avait des frères. Il avait un frère qui était évêque de Noyon et un oncle qui était évêque de Noyon. Et son frère et son oncle étaient abbés de Jean Lys. Alors c'est un peu compliqué à gérer tout ça dans la famille. Voilà, donc c'est le dernier de sa race, il meurt ruiné. Et donc les Hangest disparaissent pour donner la terre de Jean Lys qui était aussi adjoint à des cours, il y avait une dizaine d'autres villages, est vendue à une riche famille parisienne de noblesse de robe et de ministres, les Brûlard. Voilà. Donc, on chante. Donc, la famille des Hangest, ce sont la famille qui a créé l'abbaye, qui l'a installée en plusieurs étapes. Et voilà, donc celui-là, la fin des Hangest se termine et c'est la place aux Brûlard de Jean Lys. Donc, les Brûlard de Jean Lys, c'est une grande famille de Paris, de parlementaires, de ministres. Il y a le chancelier Brûlard qui a fait le traité de Vervins à la fin du XVIe siècle. Et donc Louis XIV érige la terre de Jean Lys en marquisat en 1645. Alors j'ai appris très récemment que Louis XIV, lors d'un séjour à la Fère, est venu chercher à Jean Lys le 15 août 1656, à l'âge de 19 ans. Et c'est donc cette famille des Brûlard de Jean Lys qu'appartient à la comtesse de Jean Lys, qui a écrit ses mémoires, qui a écrit beaucoup de livres,
qui a été la maîtresse du duc d'Orléans, la préceptrice du futur Louis-Philippe, femme de lettres et féministe d'avant-garde. Alors, l'histoire monastique maintenant. Alors, l'histoire, on va... Voilà, l'histoire monastique, c'est un peu compliqué. Elle commence d'abord avec l'abbaye de Cuissy. Le Cuissy, donc au sud de Laon. Le chapitre cathédral de Noyon, en 1132, a offert à l'abbaye de Cuissy, vous connaissez, troisième fille de Prémontré, des terres, des dîmes, une grange dîmière et l'hôtel de Genlis à l'abbaye de Cuissy pour y construire une abbaye. Donc l'abbaye de Cuissy va réaliser à Rouet, je vous ai montré tout à l'heure la ferme de Rouet, va installer là une communauté et elle va installer même les religieuses Prémontré jusqu'en 1295. Et elle a des dons importants, le seigneur de Ham, l'enseigne de Ham donne un vivier à cette communauté. Et puis après on sait que les communautés féminines de l'ordre de Prémontré disparaissent. Et après, on ne sait pas grand-chose sur Rouet. On sait simplement que Rouet devient une ferme prévôtée qui dépend de Cuissy. Et Cuissy aura toujours des liens très proches avec l'abbaye de Genlis jusqu'à la Révolution. Donc là, vous voyez les armes de l'abbaye de Genlis, donc les coquilles Saint-Jacques, donc on peut penser que c'est les coquilles Saint-Jacques qu'on a vues sur le blason des Angestes. Tandis que les couronnes, je ne sais pas. Alors donc, il y a quelque chose qui s'est installé à Rouet, à 2 km de là, à Genlis même. Aubert de Genlis et sa femme, Elisabeth de Châtillon-Saint-Paul, fondent à Genlis en 1221 une maladerie dans un écart. On l'a vu tout à l'heure dans la carte, on a vu la maladerie, dans un écart sur le plateau sans eau. Et 2 ans après, 3 ans après, cette maladerie est transférée dans la vallée du Hello, près du château. Et 20 ans plus tard, la maladerie est transformée en une abbaye de religieuse chanoinaise de Saint-Augustin, de la congrégation de Saint-Victor de Paris. Donc c'était un peu une première, puisque c'était la première abbaye de femmes dans la région, pas beaucoup, mais qui suivent la règle de Saint-Augustin, comme les abbayes voisines de Ham et de Saint-Éloi-Fontaine à Commanchon. À Commanchon, il y a une petite abbaye, une abbaye importante même, de chanoines de Saint-Augustin, qui était là depuis 100 ans, avant Genlis. Alors, on peut se demander pourquoi le seigneur de Genlis a choisi des Augustines, et non pas des... Voilà. Bon, il certainement qu'il voulait faire une abbaye de femmes, et puis peut-être qu'avec Prémontré, c'était déjà plus la mode, avec Prémontré, d'avoir des religieuses Prémontré. Voilà, donc c'est un peu un mystère, pourquoi il a choisi des Augustines, enfin des Augustines. Alors voilà, donc ensuite, il n'y a pas... On ne sait pas bien, on a quelques jours d'abbesse, on ne sait pas bien quel est l'avis de cette abbaye. Alors, l'abbaye Sainte-Élisabeth, donc c'est la dédicace à Sainte-Élisabeth qui est plus intéressante. Donc, Élisabeth était la femme du seigneur de Genlis. Et pourquoi Sainte-Élisabeth? Parce qu'il y avait, en même à cette époque-là, il y avait Élisabeth de Hongrie, qui était la femme d'un roi de Thuringe, d'un prince de Thuringe, qui était devenue veuve à 24 ans. Elle avait des enfants, elle était devenue veuve, tertiaire dominicaine, et elle était devenue, elle avait une réputation de sainteté, et dès après sa mort, elle est canonisée, et son culte en Europe de l'Ouest se propage, notamment en Belgique, dans le nord de la France. Alors, on n'a pas grand-chose sur l'abbaye de Sainte-Élisabeth de Genlis, sauf un très beau... Alors, ça, donc, sur l'église de Genlis, vous voyez, il y a encore... L'église de Genlis a une partie... La nef est ancienne, elle a du 14-15e siècle. Le clocher est 19e, le chœur est 19e, mais entre les deux, tout en haut, il y a une frise où on voit donc les armes des Angestes, avec les coquilles Saint-Jacques.
Et donc, voilà. Ici, c'est la seule chose qu'on cause, enfin, des rares documents qui provient de l'abbaye de Sainte-Isabelle de Genlis, religieuse. C'est un psautier à l'usage de l'abbaye. Et on voit, c'est marqué Beata Elisabeth. Donc là, Sainte-Élisabeth reçoit la correction. Alors voilà, après, donc c'est un peu compliqué, on ne sait pas bien ce qui se passe à l'abbaye. Et les historiens trouvent que l'abbaye s'est endettée, et puis voilà, donc elle périclite, et les religieuses s'en vont, quittent. Alors les descendants du fondateur, donc là cette fois-ci Jean III de Angeste, et son épouse Marie de Sarrebruck, prennent en charge en 1442 l'habitation d'établissement et créent une prévôté de l'ordre de Prémontré. Alors, pour rendre le nouveau monastère viable, ils réunissent le temporel de l'abbaye de Sainte-Élisabeth avec le temporel de Rouet, de la prévôté de Rouet qui dépend de l'abbaye de Cussy. Et donc, ça devient une prévôté. Et en 1496, le chapitre général de l'ordre de Prémontré, qui se tient dans Chauny, érige la prévôté en une abbaye. Voilà. Et donc on verra que les liens entre Cuissy et Genlis se poursuivront jusqu'à la Révolution. Et donc Sainte-Élisabeth de Genlis devient la benjamelle de l'ordre de Prémontré. Alors, une fois installée, l'abbaye va subir tous les 100 ans des grands dommages. En 1472, elle est brûlée par Charles le Téméraire. En 1757, c'est la bataille de Saint-Quentin, la défaite de Saint-Quentin, la victoire des Espagnols qui ravagent toute la région, qui descendent et qui ravagent l'abbaye. Un siècle plus tard, en 1652-1653, la région est à nouveau ravagée par les Espagnols et le prince de Condé, et la fameuse ferme de Rouet est complètement ravagée. Voilà. Donc, suite à ces ravages par les guerres, au système de la... Alors, entre-temps aussi, l'abbaye est devenue, depuis le nouveau concordat avec le pape, imposé par François Ier, c'est le régime de la commande. Et donc, avec la commande, les guerres, etc., les histoires entre les religieux et l'abbé commandataire, l'abbaye est assez désastreuse. Et aux archives départementales, on a un très beau document de 1642 qui est une inspection qui est conduite par deux hauts dignitaires de l'ordre de Prémontré, Simon Raguet, qui est un personnage très important, qui deviendra important, et Pierre Tienville. Alors Simon Raguet, il est important, il a été élu abbé général de Prémontré, le roi l'accepte, mais le pape refuse sa domination. Et Simon Raguet se réfugie à l'abbaye de Genlis après son échec. Donc ces deux personnages font un long rapport et détaillent toutes les défaillances, les manquements, les obligations à venir. Alors c'est une énumération assez drôle, très détaillée et très éclairante sur la situation de l'abbaye, même si je considère qu'elle est un peu expressément exagérée. Je vais vous lire un petit passage de ce qu'il raconte. Lors de leur visite en novembre 1642, Pierre Tienville, vicaire général des Prémontrés réformés, assisté de Simon Raguet, docteur en théologie, constatèrent dans un long procès-verbal l'absence de sacristie, de bibliothèque, d'hôtellerie. Deux des côtés du cloître restaient à bâtir, les deux autres étant défectueux. Quant à l'église, sa maçonnerie, sa couverture et son mobilier laissaient beaucoup à désirer. Chemin faisant, lors de la visite, il note que le réfectoire contient une chaire pour la lecture. Le procès-verbal énonce aussi une longue litanie de désordre ou d'insuffisance relevée dans l'église et dans les bâtiments conventuels. La nef et les collatéraux doivent être blanchis pour la plus grande partie. Les deux visiteurs ordonnent de remplacer le ciboire en cuivre trouvé dans le maître-autel par un ciboire en argent. Le maître-autel doit être orné d'un devant d'autel, d'un voile de calice
et d'un tabernacle, de 2 coussins, d'un support de missel, d'un voile de procession pour le Saint-Sacrement. Il demande d'acquérir les habits liturgiques verts, violets et noirs pour les trépassés, et aussi des livres liturgiques, à savoir un antiphonaire, 3 graduels de missel. Donc cette énumération renseigne beaucoup sur l'état de l'abbaye, donc au milieu du XVIIe siècle. Donc quelques années après, en 1689, Jean Lys adhère à la réforme de Lorraine, c'est-à-dire une réforme qui est impulsée par l'abbaye de Pont-à-Mousson en Lorraine et qui tend à retrouver l'antique rigueur de Prémontré. Et donc Jean Lys adhère à la réforme après Cuissy et Bussily, donc une autre abbaye qui se trouve en Thiérache. Alors, donc, avec toutes ces histoires, l'abbaye a du mal à se remonter. Donc là, vous avez le plan extrait de tout à l'heure. Donc on voit bien l'étang de l'abbaye. Donc en fait, il y avait un ruisseau qui venait des bois, qui alimentait 2 étangs, et qui alimente un 3e étang, qui est l'étang de l'abbaye. Donc l'enclos que je vous montrais, avec ici l'abbatiale et les bâtiments conventuels. Puis après, on ne sait pas bien. Là, ça devait être une grande grange. Donc vous voyez aussi qu'il y a aussi l'étang d'Ophémont qui va vers Rouet. Et des Aulnay, c'est-à-dire des lieux très marécageux. Alors, donc, les religieux ne pensent qu'à reconstruire leur abbaye, et elle sera reconstruite, ils commencent à y penser au début du XVIIe, ils mettent des pierres de côté, etc., du XVIIIe, et finalement, ça sera effectif, la reconstruction, qu'à partir de 1750. Alors, les bâtiments, la nécessité de les reconstruire tient du fait qu'il y a eu les ravages des guerres, des difficultés de gouvernance avec l'abbé. Il y a eu un tremblement de terre aussi, en 1756, qui ébranle l'abbatiale. Alors, on le dit dans les archives, donc, alors pour financer ces travaux, les coupes de bois vont constituer la grande ressource. Mais qui dit coupe de bois, exploitation de la forêt, il faut passer par les fourches codines de la maîtrise des eaux et forêts, notamment celle de Chauny. Alors je ne sais pas si vous savez, mais que l'administration des eaux et forêts avait été réformée sous Louis XIV en 1669 par Louis de Froidour, qui était un Axonais, né à La Fère. Et il avait créé l'ancêtre du code forestier. Donc les forêts royales des communes et des communautés religieuses étaient soumises à ce code, et elles devaient faire des plans de gestion, et aussi il y avait un quart de réserve qui était établi. Donc c'est-à-dire que si une collectivité, une communauté religieuse avait X hectares, elle devait réserver un quart de ses propriétés forestières et ne pas les couper, ne pas les exploiter, sauf autorisation expresse du roi. Donc ces forêts sont vraiment pour le roi un outil à la fois fiscal, un outil de politique fiscale et un outil de politique sociale. Donc les maîtrises des eaux et forêts, il y en a tout le royaume, il y en a une à La Fère, il y en a une à Chauny, donnent l'autorisation de couper les bois. Et donc, par exemple, je disais outil fiscal, c'est-à-dire que, par exemple, quand le roi avait besoin d'argent, il taxe les abbayes sur leur forêt. Alors, plusieurs fois, il a fait ça, en 1569, et puis, sous Louis XIV, en 1693, comme les abbayes avaient donné aux maîtrises des eaux et forêts leur nombre d'hectares en bois, et bien donc, le roi impose 10 livres par arpent détenu. Donc ça fait un bel impôt à payer. Alors aussi, il y a aussi, on retrouve dans les archives quelque chose d'amusant.
En cas d'urgence sociale, ces forêts aussi sont mises à contribution pour les problèmes sociaux. Donc il y a eu un grand hiver à Paris en 1709. Il a fait moins 26 degrés à Paris, la Seine a gelé, et le roi ordonne la coupe des quarts de réserve, je vais parler tout à l'heure des quarts de réserve pour fournir à la chauffe de Paris. Et Genlis, étant proche du port de Chauny, doit couper son quart de réserve pour transporter par l'Oise vers Paris. Et donc l'administration royale des forêts, sous la forme de la maîtrise des eaux et forêts, notamment celle de Chauny, elle intervient tout au long du processus d'exploitation. D'abord, quand les religieux émettent un souhait de reconstruire des bâtiments avec un financement de forêt, la maîtrise des eaux et forêts vient voir les besoins, si ça correspond vraiment à un besoin. Et ensuite, donc, ils racontent qu'ils n'ont pas de bibliothèque, leur ferme est en état de catastrophe. Ils racontent leurs arguments. Ensuite, c'est accepté. Il y a un plan, alors pour Genlis, il y a un plan pluriannuel de coupe a été établi sur les 75 hectares de forêt qui entourent Genlis vers 1770. Et les religieux sollicitent du roi l'autorisation de couper. Alors, il y a toute la procédure. Donc, quand il y a une coupe est décidée, il y a des personnes qui viennent expertiser la parcelle à couper. Et ils disent exactement combien il y a d'arbres à couper. La coupe est annoncée par des affiches. Plus tard. Bon, elle est coupée par des affiches. Et donc c'est une affiche comme aujourd'hui, sous format A3. Et tout le monde peut venir répondre à l'appel d'offres. Voilà. Donc la forêt, c'est le moyen de financer en grande partie les travaux. Alors ces travaux, là vous voyez donc l'abbaye. Les travaux sont faits donc à partir de 1750 et tout est reconstruit. Donc il y a l'abbatiale qui est derrière, on voit le clocher a été surélevé. La nef de l'abbatiale a été agrandie. Le bâtiment principal a été reconstruit. Une assise de grès, briques et pierres, des tuiles, toiture en ardoise, et ce que j'appelle ici le pavillon saillant, c'est une petite avancée. Donc là, vous avez une vue assez exceptionnelle, à la fois de l'abbaye de Genlis et du château de Genlis. Ça correspond tout à fait à la gravure qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est de mettre une grange, avec un petit jardin, et que ce petit jardin qui a l'air d'être un jardin d'agrément. Donc les bâtiments conventuels sont achevés. Il y a dans le bâtiment, là on crée une sacristie, la grande salle, un grand escalier avec sa rampe en fer forgé, sa bibliothèque et ses chambres. Mais il n'y a plus de cloître. Pendant ces mêmes décennies, la ferme de la basse-cour est réhabilitée complètement et un mur d'enceinte est construit et il reste encore un mur d'enceinte avec la date de 1759. On voit encore aujourd'hui. Et ça correspond vraiment à ce qu'on voit dans les archives. Alors en 1787, c'est-à-dire 2 ans avant la Révolution, une fois la construction de l'abbaye complètement achevée, il y a un expert missionné par la maîtrise des eaux et forêts qui fait le recollement des travaux et on estime que la reconstruction de l'abbaye a coûté 45 000 livres tournois. Voilà pour l'abbaye. Alors là, nous avons une vue des étangs. Alors on voit les pêcheurs, là je parlais de beaucoup d'eau, alors j'en parle après. Là on voit les bâtiments, le clocher de l'église, la nef, et ici on voit une espèce de verrière, et je pense qu'on va retrouver cette verrière
c'était avant certainement la construction de l'abbaye, la reconstruction de l'abbaye, cette gravure, puisque le clocher, quand elle est reconstruite, il est plus élevé, et ça va disparaître. Cette verrière va disparaître. Et on voit donc les pêcheurs, il y a beaucoup de pêcheurs à Genlis. Et au moment de la Révolution, les pêcheurs vont faire des pétitions auprès du district de Chauny, parce que le seigneur est parti en émigration, il n'y a plus de religieux et ils n'ont plus d'employeurs. Ils vont faire des pétitions auprès du district de Chauny pour savoir ce qu'ils vont devenir, puisqu'ils n'ont plus d'employeurs. Alors donc, ici vous voyez l'église actuelle de Villequier-Aumont, et cette grande verrière provient de l'abbaye de Genlis. Elle a été démontée, certainement à la reconstruction de l'église, et elle a été remontée dans le clocher, parce que le clocher avait été, à la Révolution, le clocher avait été démoli, et la famille, les descendants du duc d'Aumont, reconstruisent en partie l'église en faisant le clocher, en faisant le chœur. Et donc, en faisant ce clocher, on voit que cette grande verrière est un peu trop grande pour un clocher normal. Alors, les religieux, bon, il y a l'abbé commandataire déjà, donc c'est-à-dire l'abbé qui est nommé par le roi. Il est souvent issu des grandes familles du territoire, c'est-à-dire les Angeste Genlis. Donc deux Angeste Genlis, Charles et son neveu Jean, vont être l'oncle et le neveu vont se succéder comme abbé de Genlis. Tous les deux étaient évêques comtes de Noyon. Ensuite, il y aura les brûlards de Genlis, les Saint-Simon. Donc l'abbé perçoit tous les ans la mense abbatiale, c'est-à-dire à peu près 2500 livres, c'est pas beaucoup, sans beaucoup de contrepartie. Alors, pour l'histoire, bon, c'est pas tout à fait assuré, mais il y a de fortes présomptions, c'est qu'on peut dire qu'avec les deux premiers abbés commandataires, c'est-à-dire Charles et Jean de Angèle-Genlis, qui étaient évêques de Noyon, on peut penser que Jean Calvin va à Genlis faire des études. Parce que le père de Jean Calvin était notaire épiscopal. Au départ, Calvin, Jean, qui s'appelait Cauvin au départ, était greffier épiscopal. Et on sait que Jean Calvin dédia un de ses livres au frère, à Jean, le frère du dernier qu'on a vu tout à l'heure, de François de Angeste. Donc on peut penser que les historiens du XIXe siècle affirment que Jean Calvin va faire ses études à Genlis. Donc voilà les abbés, qui sont souvent des abbés de cour, qui ne s'entendent pas très bien avec la communauté. Ensuite, dans la communauté, c'est en général moins de 10 religieux, gouvernés par le prieur. Il y a ensuite, alors le prieur, il y a quelques prieurs qui sont assez connus à Genlis au XVIIe siècle. Il y a Jean Chartron, il y a Simon Raguet dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Épiphane Louis. Ce sont des gens assez connus dans l'ordre de Prémontré. Les autres dignitaires de l'abbaye sont le procureur, le sous-prieur, le procureur qui est en gros l'économe, le sacristain. Alors à Genlis, l'abbaye ne servait qu'une seule paroisse, alors qu'à Saint-Martin-de-Lan, il y en avait une dizaine. Et il desservait aussi la chapelle Saint-Louis du Château. Et ils font beaucoup d'aumônes durant l'hiver 1788. Voilà, donc là vous avez le plan de l'abbaye, un plan cavalier de l'abbaye au XVIIe siècle. Alors ça c'est assez étonnant, c'est dans les archives de l'Aisne, il y a un petit carnet que j'appelle le carnet des faucheurs, et le procureur de l'abbaye avait établi tous les lieux où il y avait des prés à faucher, et il avait compté les surfaces. Et ce carnet servait à payer les faucheurs des lieux où il y avait des prairies. Alors c'était payé plus cher quand il y avait des arbres et moins cher quand il y avait ça. Et donc ce faisant, il a noté
la disposition qu'on voit toujours à Genlis, l'église, l'abbatiale, la façade sud, et la façade sud et la façade est-ouest. Le petit jardin privatif et le reste, ce sont des vergers ou des terres labourables. Ça, c'est à l'intérieur de l'enclos de l'abbaye. Alors, les propriétés foncières, donc l'abbaye possédait à peu près 400 hectares, sans compter les 80 hectares de rouets qui avaient été vendus vers 1730. Et donc là, c'est un très beau plan des archives où on voit l'enclos de l'abbaye. Ça, c'est le grand chemin qui va de Chauny à Saint-Quentin. Et il y a plusieurs parcelles. Et c'est marqué ici ancienne fondation, c'est marqué donation de rouets. Donc quand je vous ai dit que là, en 1496, quand les deux temporels ont été réunis, ça c'était l'ancienne fondation, et ça vient de Rouet. Et tout ça, ça fait un ensemble à peu près plus cohérent, juste à côté de l'abbaye. Et là, ici, donc, c'est cet endroit-là qui avait beaucoup d'arbres fruitiers. Alors on voit ici il y avait deux étangs, le vivier d'Antin et l'autre étang. Alors voilà, donc les terres sont excessivement morcelées. Et c'est excessivement morcelé. Et elles sont... Alors, donc ici, vous avez un lieu un peu particulier. Dans la forêt, tout au nord de ce que vous avez vu, il y a ce qu'ils appellent ce qui est noté le Forcan. Donc ici, c'est la commune de Frières-Fayouen. Ici, c'est le Forcan qui a une forme un peu étonnante. Donc il entoure une espèce de... Alors c'est une haillette, c'est un petit bois. Et au milieu, c'est un verger. Et là, c'est le chemin qui vient de l'abbaye. Et ça s'appelle le Forcan, c'est en limite, c'est un point haut. Et il y a un ruisseau qui passe, qui vient du bois de Genlis, qui descend là, et qui va alimenter les deux étangs dont je viens de vous parler, le vivier d'Antin et l'autre. Et donc, on pourrait penser que c'est une ancienne... Peut-être... je sais pas quoi. Voilà, Forcan. Alors, les étangs, donc, on a vu la carte de Cassini, non? Si. Ah, voilà. Donc, vous voyez, les étangs sont très nombreux. Et l'abbaye donc possède 4 étangs, et le seigneur encore plus. Voilà. Et les étangs sont affermés à des fermiers, et les redevances se font en livraison de poissons. Alors en 1733, le fermage consistait à fournir 50 litres de brochet, 50 litres de tanche et 250 litres de carpe pour le carême et pour la vente dans l'abstinence de viande. Alors aussi, il y a un autre... la comtesse de Genlis, la fameuse comtesse de Genlis, était venue habiter Genlis pendant 2 ans, parce que son mari, donc elle avait épousé le cadet, et c'était une mésalliance. Et donc la famille de Genlis, pour faire oublier cette mésalliance, avait envoyé la nouvelle comtesse à Genlis pour se faire un peu oublier. Et elle écrit ses mémoires, et elle raconte qu'il y a eu une rupture de digue ici à Milquet. La comtesse de Sorel n'a pas entretenu son étang, la digue s'est rompue et toute la vallée a été inondée. Et donc il y avait plein de poissons sur toutes les prairies aux abords du Hello. C'était une catastrophe.
Et le marquis de Genlis, qui avait son potager juste devant le château, avait perdu 60 ruches de mouches à miel. Et elle dit, le marquis de Genlis a eu la courtoisie de ne pas réclamer à la comtesse de Genlis, à la comtesse de Sorel, la perte de ses ruches. Voilà, donc autre caractéristique, ce sont les vergers. Alors ça c'est, bon, je vous ai montré les vergers. Bon, ici, on voit l'abbaye, on voit encore une autre carte de l'abbaye, au moment de la Révolution, donc toujours l'abbaye, l'abbatiale, l'est, l'ouest, ce que j'appelle le pavillon saillant, donc là vous avez toujours l'étang, et donc tout ce qui est la propriété à côté, donc toujours les deux étangs. Ici c'était des vergers, donc importance des vergers, l'abbaye avait à peu près 35 hectares de vergers, et au moment de la Révolution, quand l'administration de la République fait l'estimation, on voit qu'un verger, le septier de verger, est estimé à 250 livres, alors qu'une terre ordinaire, c'est 100 livres. Donc 2 fois et demi plus. Et donc, c'est très étonnant aussi de voir que dans les terriers, donc le terrier, c'est les recueils de toutes les établis par le seigneur de tous les habitants qui doivent des redevances au seigneur. Il y a 2 marchands, 2 négociants fruitiers à Genlis. Donc voilà, après on va passer à la forêt. C'est une des grandes spécificités aussi de l'exploitation. Alors, voilà. Donc là, c'est une très belle carte des propriétés forestières de l'abbaye. Donc on voit le blason de l'abbaye avec les coquilles Saint-Jacques et les couronnes, et on voit, c'est certainement vers, il n'y a pas de date, mais ça doit être vers 1770. Donc toutes les propriétés sont découpées. Donc là vous avez le quart de réserve, et toutes les autres propriétés sont découpées. Vous voyez, c'est très morcelé. Et elles sont découpées souvent à peu près 4 arpents, 4-5 arpents, c'est-à-dire à peu près 2 hectares. Et tout ça est établi pour être exploité sur 18 ans. Et donc, ils attaquent. Voilà. Donc, vous avez donc la partie rouée, avec les quarts de réserve. Derrière, il y a encore l'exploitation. Ici, vous avez la fosse quinoa, qui est un étang qui appartient à l'abbaye. Beaucoup de petites choses dispersées. Voilà, donc j'ai su à peu près identifier tout, sauf ici, là c'est très difficile, c'est sur la commune de Cugny, ça s'appelle Château-Gaillard, bon, ça s'appelle Rousset, mais je n'ai pas retrouvé. Tous les autres, j'ai su les localiser, soit sur les plans cadastraux, soit sur le cadastre napoléonien. Donc ici, il y a à peu près 75 hectares. Alors l'abbaye avait aussi une ferme importante à Bertaucourt et Bourdon, c'est à côté de la ferme. Et puis elle avait aussi une vigne à Juvigny, comme toutes les abbayes, elle avait une vigne pour avoir du vin. Et elle avait aussi une grange d'Imière à Noureuil. Ils l'appellent la grange d'Imerès. Donc ces propriétés forestières sont exploitées sur 18 ans, environ 2 hectares par an, qui sont coupés. Alors les essences qu'on retrouve, c'est le chêne, le frêne, l'orme, le bouleau, le tremble, le charme, et très peu de hêtre. Alors pas du tout, j'ai très étonné, pas du tout de l'érable. Et alors bon, les châtaigniers je comprends parce que les châtaigniers c'est une essence qui est nouvelle. Et les chênes représentent 60% des arbres abattus. Alors il y a une forte densité des peuplements. J'ai un exemple sur le fond de Saint-Quentin, c'est sur la route qui va de Villequier à Friaire-Fayouen, ici. Ils vont sortir sur 9 setiers, c'est-à-dire à peu près 2 hectares et demi, ils vont sortir 150 chênes, 49 trembles, 104 frênes, 34 charmes, 8 ormes et 6 bouleaux. Donc c'est une densité très importante de bois. Et puis tout exploité sur les arbres, dans les arbres. Sur un setier de bois au Château-Gaillard, là où je ne sais pas où c'est. Sur un setier, c'est 25 quarts, enfin à peu près 25-26 arbres.
Ils extraient 24 cordes de bois. Une corde de bois, c'est 4 stères. 25 cordes, 7 cordes de demi-billon, 12 douzaines de chevrons, 30 bottes de verges communes et 100 et 1500 fagots. Donc tout est coupé, vendu, expédié. Et une partie, donc ces bois, étaient acheminés jusqu'au port de Chauny. Alors là, c'est la répartition des propriétés. Pour Jean-Lys, c'est en rouge. Les propriétés qu'elle avait aux alentours de... Voilà, c'est dans un rayon de 25 km, c'est pas très éloigné. Sauf, il y a Bertaucourt et Bourdon, qu'on voit. Mais à part ça, alors j'ai un problème, il y a la ferme de Ventelay, c'est dans la Marne, mais je ne retrouve aucun document sur cette ferme. Peut-être que, voilà. Et donc, là c'est les propriétés forestières autour de Villequiaumont. Donc, vous voyez, c'est dispersé. Et là, c'est une affiche. Donc, il y avait adjudication. Donc, un lot avait été donc expertisé par un spécialiste qui disait qu'il y a 30 chaînes ou 50 chaînes à couper. Et après, il y avait des affiches qui étaient éditées pour que les soumissionnaires viennent répondre à l'appel d'offres. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, un autre exemple sur les bois. La vente des bois de l'année 1777 a rapporté 17 799 livres. Donc c'est assez important. 18 000 livres pour 10 arpents. Un arpent, c'est à peu près 1 hectare, sur 5 hectares, vous voyez, ça fait des sommes importantes. Donc voilà. Donc en 1787, l'abbaye est reconstruite. Elle a été financée en grande partie par les ventes des bois, et probablement par d'autres choses aussi, mais on ne sait pas. Elle est bien installée, et survient la Révolution. Donc la Révolution, c'est la disparition rapide de l'abbaye, de sa communauté. En 1789, il y a la confiscation de l'argenterie. Donc ça, on a des détails, puisque les archives de l'Aisne ont des données précises. Donc voilà. 1790, le départ des 7 chanoines. Bon, j'étais 7, enfin j'étais 8, de 7 chanoines. Tandis que le prieur, alors Jean-Baptiste de Mangeot, le prieur, qui est prieur depuis quelques années seulement, résiste et demeure jusqu'en 1791. Et ce prieur, Jean-Baptiste de Mangeot, on va le connaître bien parce qu'il a la plume facile, il écrit beaucoup et il a laissé pas mal de restes d'écrits. Alors donc, au début de la Révolution, il est assez bien vu par le district de Chauny, de la révolutionnaire, qui lui rend son calice et ses habits pour célébrer. Voilà, donc il assure l'acquit des obligations, c'est-à-dire l'acquit des messes, jusqu'en 1791, alors que tous ses collègues sont partis, lui reste dans les lieux, et il continue à lire les messes pour les gens qui avaient payé. Il essaie de se faire céder l'enclos de l'abbaye, mais il n'y arrive pas. Ensuite, il va à Chauny, il achète l'ancien couvent des Croisiers, enfin une partie, et il essaie de reconstituer une communauté à Chauny, avec des anciens prémontrés, bon, ça ne marche pas. Ensuite, il est inquiété, il est perquisitionné. À Chauny, la révolution est très forte, et il y a la Société populaire et révolutionnaire et le comité de surveillance qui surveille les gens opposés à la révolution. Alors il est arrêté en 1793 et emprisonné 17 mois à Lampes et à Soissons. Il avait une charge de famille puisqu'il avait sa sœur et une nièce à charge, donc il n'a pas beaucoup de disponibilité, de facilité de partir. Il est resté sur la région et il a prononcé le serment de haine contre la royauté. Et à cause de ça, il a d'énormes difficultés avec l'ancien évêque de Noyon qui était en exil. Et il est considéré comme intrus. On appelle ça les intrus, c'est-à-dire les prêtres qui signent les serments à la Révolution.
Alors, vers 1802, il écrit au cardinal Caprara, qui est le légat du pape Pie VII, qui a négocié le concordat avec Bonaparte, et il lui demande de l'absoudre pour son serment de haine. Voilà. Et donc le cardinal l'absout et il rentre sans problème. Il devient curé d'Ogne et ensuite curé de Saint-Gobain de 1804 à 1812. Alors à signaler qu'un des cinq de ses collègues, Pierre-François Étienne, qui était religieux prémontré à l'abbaye, deviendra curé de Vic-Aumont pendant la Révolution et jusqu'en 1828. Voilà. Alors, la Révolution, et donc 1791, vente des meubles, puis des bâtiments, après des expertises. Donc, les expertises permettent de bien comprendre le temporel de la vie. Donc, on sait plein de choses. Le détail, enfin, bien que ce soit pas toujours simple, ce sont des sources importantes pour connaître les lieux. Et c'est étonnant parce que les experts fonciers, quand ils estiment une terre, ils l'estiment 22 fois son revenu annuel. Alors, un groupement de 3 acquéreurs de Saint-Quentin achète l'enclos de l'abbaye et les 70 hectares attenants, c'est-à-dire ce que je vous ai montré, ce qu'on appelle le grand plan, pour 105 000 livres. Et ils revendent aussitôt ce bien à M. Margerin. Alors, je ne sais pas bien de où il est, lui. Et M. Margerin va accueillir en 1814 une sucrerie. En effet, il y avait une sucrerie à Roupy, à côté de Saint-Quentin, qui avait été construite par M. Harpin et qui marchait bien, et que les Prussiens, en 1814, dévastent complètement. Et M. Harpin décide de réinstaller une sucrerie à l'abbaye de Genlis. Donc en fait, c'est une sucrerie ferme qui travaille à partir des 70 hectares de la propriété et qui sera assez performante. Et elle sera dirigée par M. Crespel de Lille, qui est un grand sucrier du nord de la France, et elle produira à peu près 80 tonnes de sucre en 1824. Et cette sucrerie devait être assez importante puisque la duchesse d'Angoulême, la belle-fille de Louis XVIII, est venue visiter la sucrerie de Genlis. Mais après, il semblerait que cette sucrerie ne marche pas aussi bien. Et en 1835, s'installe à Rouet, donc toujours, vous voyez ce que c'est, la ferme de Rouet qui appartenait autrefois à l'abbaye de Genlis. Une sucrerie s'installe aussi sur le modèle de Genlis. Et cette sucrerie de Rouet sera aussi très performante pendant plusieurs décennies. Et cette sucrerie deviendra la propriété de la famille Terninck, qui est une famille de sucriers, une dynastie de sucriers de laine. Alors voilà, donc M. Margerin qui avait acquis l'abbaye meurt vers 1844. Ses héritiers essayent de vendre l'enclos de l'abbaye. Alors on sait que la sucrerie devait dû être installée dans l'église, mais on sait, et peut-être dans la grande façade est-ouest, mais on ne sait pas bien. Et une première annonce, 1844, et une deuxième annonce en 1852, toujours pas vendue, l'enclos de l'abbaye n'est pas vendue. Et donc on a des affiches qui sont très amusantes et qui donnent, alors ça ce sont des affiches tirées du journal de Saint-Quentin de l'arrondissement et qui détaillent vraiment le bien à vendre. Consiste dans de vastes bâtiments de l'ancienne abbaye, de belles constructions et d'une grande solidité, avec un beau corps de ferme, des terres, des eaux, dans l'ancienne abbaye, tout le matériel d'une ancienne fabrique de sucre. On pourrait aussi faire la pub en disant qu'on peut bien faire de la culture de la betterave. Donc ça, 1844 n'est pas vendu. Et en 1854, il y a une annonce dans le journal. Bon, ça c'est toujours à vendre. C'est toujours à vendre. Et ici, à vendre
une grande quantité de pierres de taille provenant de la démolition de l'église de l'abbaye de Genlis. Donc 1854, et on voit le nom des propriétaires, le maire Jacques Quemin. Et donc, monsieur le maire avait acquis cette propriété, et sa femme, Jacquemin, c'était la sœur des propriétaires de la sucrerie du domaine de Rouet à côté. Donc, voilà, donc la famille Le Maire acquiert l'abbaye, et voilà, l'abbaye, au cours du 19e siècle. Donc, on a toujours la même vue, on a toujours la vue sud. Ça c'est aux archives, hein, ça c'est Piette. On a l'aile sud, le pavillon saillant, et là, un peu, on voit pas bien ce que c'est la partie est, ouest-est. Alors cette porte-là, on va la retrouver tout à l'heure. Donc c'est une belle propriété, donc Madame le maire habite là l'été, elle vient l'été. Donc ça c'est des cartes postales, elle a été toujours prise par le même côté, par le coup sud, donc l'étang est toujours une autre vue toujours de l'étang qui est toujours existant. Là c'est la vue plus rapprochée, donc c'est une superbe construction briques et pierre. Voilà, donc ça c'est le pavillon saillant, ça c'est l'aile sud, et là c'est alors je sais pas si on sait pas bien. Alors, ici on voit encore des toits. Et après, je vais vous montrer une photo où c'est autrement. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Alors, ça, c'est quelque chose d'étonnant. C'est un peu le roman inattendu de 1900. En fait, j'ai eu vent de ce livre par un père prémontré, François Petit, qui était religieux à l'abbaye de Mondé, et qui m'avait dit que un romancier avait écrit une histoire à partir de l'abbaye de Genlis. Ça s'appelle La Grande Amie. Alors, l'écrivain, c'est Pierre Lhermitte, c'est un prêtre de Paris, mais qui est romancier sous le nom de Pierre Lhermitte, et qui est un écrivain de très grand succès, aux alentours de 1900, pour les romans populaires catholiques. Et donc, l'histoire se passe à l'abbaye de Genlis, et la fille de la propriété est courtisée à la fois par les hobereaux du coin et par les industriels de Chauny, qui ne s'entendent pas. Et donc voilà, bon, et alors ce qui est très étonnant, c'est que j'ai retrouvé un article du journal de Saint-Quentin en 1900 qui dit qui sont les personnages du roman. Donc c'était un roman un peu crypté, et on voit que le village de Genlis, Villequiaumont, le Val-Tapis, c'est la région de Chauny, voilà. La Ferrandière, c'est le domaine de M. Ternin, Carouet, et puis M. de Chalvy, c'est M. de Chézel qui possède le château de Frière-Taillouel. Voilà, donc tous les personnages principaux du roman sont des personnages réels et avec un nom d'emprunt. Voilà, alors ensuite, la guerre de 14 survient, et là c'est une photo, très belle photo, avec des soldats, je ne sais pas si c'est allemand ou français, et donc on voit que l'abbaye est détruite, il n'y a plus de toit, il n'y a plus que les cheminées, et on voit presque à travers, donc là on voit encore la porte, alors beaucoup de lierre, donc je pense que cette façade servait pour la fabrication du sucre, parce qu'ici il y a des fenêtres mais on ne les voit pas sous le lierre. Voilà, alors voilà, ça c'est l'état de l'abbaye. J'ai eu la chance de la visiter en 1975. Donc vous voyez une belle construction briques et pierre. Et voilà. Alors aujourd'hui, tout ça c'est recouvert de lierre, donc on voit pratiquement plus les murs. Il ne reste plus que les murs. Alors ça c'est une photo d'aujourd'hui, récente, avec la porte d'entrée. La porte d'entrée du pavillon d'honneur de la cour
carré claustral avec un petit écusson. Donc ça c'est encore assez joli, mais le reste est envahi par les arbres. Et voilà, et ça donc c'est ça c'est le portail d'entrée qui existe encore aujourd'hui, qui a été voilà, un peu abîmé. Le bâtiment de droite, je pense, c'est encore du XVIIIe siècle. Voilà tout ce qui reste de l'abbaye. Donc c'est un lieu encore, ça a été un verger. Après la guerre de 14, c'est devenu une exploitation maraîchère et de verger. Donc c'est entouré par ces murs. Et voilà, voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de sangliers qui sont rentrés, qui font leurs affaires. Et il y a encore des ruches aussi. Donc c'est un très joli lieu, très romantique, complètement oublié, et qui a eu un passé important dans la vie des habitants et qui a accueilli beaucoup de personnages. Alors oui, j'ai oublié de dire que le seigneur de Genlis avait accueilli François Ier en 1524, et que Louis XIV, j'ai retrouvé que Louis XIV était venu chasser à Genlis. En 1756, il était en séjour à la ferme, et il avait 18 ans, il est venu se dégourdir les jambes dans les bois de Genlis. Voilà. À votre disposition, des questions si vous voulez. Donc, c'est l'histoire d'une petite abbaye locale qui avait toute son importance avec ses étangs, ses vergers, son exploitation du bois, qui est reparti de zéro pratiquement vers 1750 et qui a reconstruit. Et à 2 ans de la Révolution, elle était terminée et voilà. Qu'est-ce qu'il reste du château du village? Le château, le gros château, le très beau château a été détruit. Le duc de Villequier est parti en exil, donc le château a été rasé, mal entretenu, il a été rasé, et ses descendantes et ses filles ont reconstruit un espèce de grand pavillon de chasse, le château de Villequier. On voit encore les ruines aujourd'hui. Et voilà. Alors, de tout ça, il ne reste que l'église. De manière tout à fait incompréhensible, tous les environs, tout Chauny, tout Unilguet, tout Lanneuville-en-Benne, de Villequier-Aumont, Viry-Noureil ont été complètement détruits, sauf l'église de Villequier-Aumont. Pourtant, perchée sur un éperon, elle n'a pas été détruite, on se demande pourquoi. Et donc rien n'a été reconstruit, enfin, à Villequier, rien n'a été reconstruit. À Rouet, un nouveau château a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous avez retrouvé des traces de la bibliothèque de l'abbaye? Non. Il y a aux archives de Laon la liste de tous les ouvrages du château, mais pas de l'abbaye. On a aux archives de l'Aisne la liste de tous les livres du duc de Villequier, de la bibliothèque du duc de Villequier. Alors j'ai lu dans les archives, enfin, j'ai hérité d'une grand-tante qui habitait Villequier, des documents, et il est dit que avant la guerre de 14, il y avait une liste des livres, des documents de la bibliothèque de l'abbaye. Mais non. Elle avait pas mal de propriétés, mais elle avait du mal à vivre apparemment, cette abbaye quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu des désastres, il y a eu des difficultés avec l'abbé qui a empêché par exemple l'abbé commandataire de ne donner pas son accord pour couper des bois. Et donc il y avait des difficultés de gouvernance. Parfois il y avait des gens plus ou moins... Bon, au XVIIe siècle, c'était pas très, très bien réglé, hein, l'abbaye. Mais à partir de, 1840, ça commence à bien se mettre en ordre. Il y a eu des prieurs très... L'avant-dernier prieur a été reconstruit complètement l'abbaye et il a été nommé, en 1788, abbé de l'abbaye en Lorraine, certainement parce qu'il avait bien travaillé. Le beau plan des bois, il est extrait des archives nationales ou des archives départementales? Oui. C'est un très beau plan, oui. Alors il est pas conçu, on n'a que la photocopie. Hein. Ah,
avec la photo. Non, mais ici, aux archives, ils l'ont, mais pas quand on le consulte. On ne voit que la photocopie. Non, mais est-ce que c'est un plan de la série B? Oui, je ne sais plus de quelle série, oui. Est-ce que c'est un plan qui a survécu? Ah oui, 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 complètement. Ah oui, Oui, c'est un très beau plan, oui. ça, c'est une chance, hein, parce que Oui, c'est une la chance. série B, elle est passée... Et toutes les archives de la maîtrise des eaux et forêts de Chauny a disparu. Donc, voilà. C'est un très beau plan. Puis, plus le plan d'à côté de ce qu'on appelle le grand plan, avec les propriétés attenantes, c'est assez beau parce qu'on voit cette relation, on voit tout ce qu'ils ont acheté autour, voilà. Donc il y avait aussi parfois des difficultés avec le marquis de Genlis, ils ne s'entendaient pas. Voilà, il y avait des querelles. Et puis bon, la dernière duchesse de Villequiaumont était enterrée à l'abbaye, et à la Révolution, la municipalité a payé quelqu'un pour aller détruire le mausolée de la duchesse de Villequiaumont. Et puis il y a des petits incidents avec les habitants de Frières, il y a plein de petites... Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la vie du dernier prieur, là, Jean-Baptiste de Manjou, qui correspondait avec l'abbé Lécuy, il ne s'entendait pas trop bien avec, qui était l'abbé général de Prémontreuil. Mais parmi les religieux, c'était souvent des gens qui venaient de l'Est, hein, qui venaient du diocèse de Verdun, de Bar-le-Duc, de cette région-là, puisque l'antique rigueur était axée sur l'Est de la France. Merci. D'autres questions? Merci. Je suis à votre disposition, hein, si vous avez des ouvrages. Ah bah si je peux vous aider. Ça va aller. Oui. Merci beaucoup. Très bien, merci.